Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, dans notre série en fait de portraits consacrés à des artistes qui, à travers leur travail artistique, ont contribué en fait à apporter un éclairage sur des pratiques artistiques, on pourrait dire singulières, on va évoquer Hans-Peter Wilhelm Arp. Alors, selon, on pourrait dire Jean Arp ou Hans Arp, puisqu'il est strasbourgeois, né à Strasbourg en 1886, mort à Bâle en Suisse en 1966. Alors pourquoi Arp? Parce qu'il fut en fait un artiste majeur du XXe siècle, qu'il fut cofondateur du mouvement Dada, avant de se rapprocher des surréalistes, et surtout qu'il s'intéressa en fait à toute forme de création, alors poésie, dessin, peinture, collage, beaucoup de sculptures, on verra, en jouant notamment sur les notions de hasard et d'imprévu. Alors au sommaire de cette vidéo sur Arp, cofondateur du mouvement Dada. Ensuite, Arp, Teuber, un duo artistique, on verra, c'est sa femme, sa compagne. Enfin, on finira par Arp, un artiste poète inclassable. Alors l'introduction, ce qu'on peut peut-être dire rapidement, c'est que Arp, artiste poète, en fait fut, on pourrait dire, de toutes les grandes aventures des avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. Alors, comme je disais, Hans, Jean, en fait, Arp, alsacien, il est né Hans et est devenu Jean, né à Strasbourg en 1886, d'un père allemand, qui était commerçant, et d'une mère française, alsacienne-lorraine. Et en fait, cette double appartenance on va dire donc allemand-français, va le marquer en grandissant. Il va voir avec plutôt une grande incompréhension en fait ces deux pays de cœur, la France et l'Allemagne, se déchirer hein, par les deux grandes guerres, par les deux guerres. Arp qui fut élevé dans 3 langues maternelles, parce qu'il pratique aussi il parle le dialecte alsacien. Et en fait, il s'intéresse très tôt à la poésie, qu'il lit et qu'il écrit d'ailleurs, ainsi qu'au dessin. Ce qu'on peut dire aussi rapidement, c'est qu'il étudie les arts décoratifs à Strasbourg, à Paris, à Weimar, avant de se consacrer pleinement à la poésie. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'Arp va faire plein de rencontres majeures. En 1909, il rencontre Paul Klee, puis Kandinsky. Alors Kandinsky qui, à cette époque, hein, au début du XXe, crée avec Marc et Mack le mouvement der Blaureiter. Alors, rappelons que le Blaureiter, l'objectif était de s'émanciper le plus possible des courants académiques, de rompre complètement avec la fameuse mimésis grecque et d'aller vers une forme d'abstraction. Ça va beaucoup influencer Arp. Et de son côté, en 1910, il va fonder lui-même Der Moderne Bund, ou l'Alliance moderne, avec l'un de ses amis, Walter Helbig, un peintre, un graphiste et un sculpteur sur bois allemand, et avec Oskar Lüthi, un peintre suisse. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instar du Blaureiter à Munich, l'Alliance moderne, der Moderne Bund de Arp, a pour objectif, en fait, de sensibiliser et d'encourager l'art moderne, et puis de rendre également l'art d'avant-garde plus familier et accessible, surtout à un public plus large. Alors, à la même époque, Arp écrit de la poésie, il dessine, il peint, et clairement, il cherche déjà à s'affranchir de tout ce qui est norme, on pourrait dire artistique de l'époque. Il participe aussi à des expositions, dont la seconde et dernière exposition du Blaureiter en 1912. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, pour finir cette intro, c'est que très tôt, Arp a déjà choisi son camp artistique. Il va aller vers une recherche artistique basée avant tout sur les sensations et sur l'intuition créatrice. Alors là, on pourrait dire deux composantes majeures qui nous intéressent notamment dans le champ des thérapies par l'art. Alors Arp, cofondateur du mouvement Dada. Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1914, encore une fois nationalité allemande, Arp va fuir la mobilisation. Il part d'abord à Paris avec son frère François, puis il s'installe en fait en Suisse lorsque le conflit s'enlise particulièrement, et puis une année plus tard, en 1915, il va s'installer à Zurich, et c'est là où il fait la connaissance d'Hugo Ball et d'Emmy Hennings, donc les deux, on va dire, alors Ball, écrivain, poète allemand, et Emmy Hennings, la danseuse, poète et compagne de Ball, qui sont au cœur de la création du mouvement Dada, sachant ça c'est en 1915, en 1916, un an plus tard, donc au Cabaret Voltaire de Zurich, dans l'arrière-salle, tous les trois, Ball, Hennings,
Harpe, mais aussi Tzara, donc à 4, Tristan Tzara, ils fondent donc le fameux mouvement Dada. Viendront ensuite les rejoindre Duchamp, Picabia, Ernst évidemment, mais aussi Aragon, Breton, Soupeau, etc., qui formeront plus tard le groupe des surréalistes. En fait, rapidement, parce que Harpe a été vraiment l'un des vrais fondateurs, l'un des cofondateurs du mouvement Dada, et qu'il a beaucoup, comment on pourrait dire, beaucoup conceptualisé là-dessus, beaucoup écrit de slogans. L'idée, en fait, d'Harpe, c'était vraiment et du mouvement Dada, encore une fois, c'était d'être en guérilla contre la civilisation, les conventions, les pouvoirs, les valeurs en place. Et que en créant ce mouvement, les artistes voulaient réagir particulièrement face aux horreurs de la Première Guerre mondiale et surtout réinsuffler de la vie. Et là-dedans, il y avait aussi cette logique du refus de la logique du système en place et de se positionner contre la bourgeoisie qui, d'ailleurs, selon Harpe, et là je le cite, possède en guise de cœur un noyau plus grand que nature qui se contracte nerveusement lorsque la tempête menace à la bourse. Donc là, toujours un grand trait d'humour, parce qu'on verra que Harpe était un poète, mais aussi aimait vraiment l'humour. Et que, d'une certaine façon, en ce sens, donc Dada, avec Harpe en son cœur, va se définir comme anti-art, subversif en littérature, ludique en musique, radical en politique et surtout, en fait, fondamentalement, anti-social. Et que, outre Tzara, c'est certainement lui, Jean ou Hans Harpe, qui définit peut-être le mieux l'état d'esprit du mouvement Dada au sujet de l'art. Et là, je vais le citer. Harpe écrit « Nous avons proclamé que tout ce qui voit le jour ou est fait par l'homme est de l'art. L'art peut être malfaisant, ennuyeux, fou, doux, dangereux ou être une fête des yeux. La terre entière est de l'art. Bien dessiné est de l'art. Le Rossignol est un grand artiste. Le Moïse de Michel-Ange, bravo. Mais à la vue d'un bonhomme de neige inspiré, les dadaïstes crient également bravo. » Fin de la citation de Harpe. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que dès le début de l'aventure dadaïste, Harpe estime, et je le cite encore une fois, que Dada est un conte de fées, celui en fait d'un monde insouciant, innocent de l'enfance. Et là, je le recite, Harpe écrit « Révoltés par la guerre mondiale de 1914 à Zurich, nous nous adonnions aux arts. Tandis que les canons grondaient au loin, nous chantions, peignions, faisions des collages et écrivions des poèmes de toutes nos forces. » Fin de la citation. En fait, selon Harpe, le destin de Dada, en fait, c'est de produire un art anonyme et collectif et d'en finir avec, je le cite, l'égotisme qui a rendu aussi bien l'homme que l'art irréel. En fait, Harpe rêve d'œuvres non signées par leurs créateurs, placées dans ce qu'il appelle dans le vaste atelier de la nature, comme les nuages, les montagnes, les mers, les animaux, les hommes. Donc on voit vraiment déjà toute la poésie de Harpe. Et que selon lui, le mouvement Dada est un mouvement qui propose le chaos à la place de l'ordre et qui encourage à remettre l'art au cœur de la vie. La création donc ne peut, selon Harpe, s'entendre que dans la liberté absolue, l'immédiateté, la contradiction et la spontanéité. Et donc que chez Harpe, et donc chez Dada, il n'y a plus de logique ni de raisonnement, et surtout encore moins de principe. Alors Harpe-Tauber, un duo artistique. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant ces années à Zurich, pendant le mouvement Dada, Harpe en fait va faire une rencontre décisive en la personne de Sophie Tauber, qui est peintre, qui est sculptrice, qui est danseuse aussi, suisse, qui a suivi des études d'art appliquées. Et en fait, tous les deux vont alors développer, on pourrait dire intensément, des œuvres plutôt collaboratives à partir de multiples médiations artistiques. Il y aura de la peinture, de la sculpture, de la tapisserie, beaucoup, des vitraux. Ils vont aussi réaliser ensemble des décors pour des salons. En 1918, ils rejoignent un groupe artistique, plutôt qu'un mouvement, un groupe artistique, Das Neue Leben, donc la nouvelle vie. Ça, c'est un groupe artistique fondé à la base par Marcel Janco et Fritz Baumann. Et en fait, ils vont tous les quatre œuvrer à créer des sortes de tableaux et des textiles, on pourrait dire orthogonaux, des sortes de sculptures récipients en bois tourné aussi. Et en fait, au sein de ce groupe, La Nouvelle Vie, l'objectif de Harpe et de Tauber est alors, et je cite Harpe, d'intégrer l'art abstrait dans la vie quotidienne. Ils se marient tous les deux plus tard dans le Tessin en Suisse en 1922. Ils s'installent ensuite à Paris, à Montmartre, puis à Clamart, dans une maison atelier, qui est d'ailleurs avant tout un lieu de création
on pourrait dire purement artistique, où en fait il n'y a aucune place dédiée réellement à la vie ordinaire. Et cette maison, atelier de Clamart, devenue une sorte, on pourrait dire, d'œuvre d'art, on mettra des photos si on en a, en fait, elle devient en fait le lieu de rendez-vous des surréalistes. Et en fait, dans cet atelier, Arp et Teuber vont beaucoup créer ensemble, particulièrement des collages, en fait, en utilisant des matériaux et des techniques associées à l'artisanat plutôt qu'aux beaux-arts. Alors, on trouve des carrés de papier coupés à la machine, des motifs de textile, de sculpture, encore une fois, en bois tourné. Et en fait, avec cette idée toujours de mettre en valeur le côté manuel de ces œuvres. Et que ces tableaux, une sorte de tableaux relief, vont alors, en fait, devenir la base de l'élaboration de ce que Arp lui-même appellera le langage objet. Alors, des sortes de structures en relief contenant des assiettes, des nœuds papillons, des moustaches, en fait, des créations qui révèlent la fascination d'Arp et de Sophie Teuber pour la rencontre, en fait, entre l'image et le mot. Donc là, on retrouve toute la question aussi, une forme de question psychanalytique. Hein. On verra que Sophie Teuber avait été s'inspirait beaucoup de la psychanalyse pour créer. Ce qu'on peut dire également, toujours par rapport à leur couple, c'est qu'en 1931, ils vont participer tous les deux à la création d'un autre mouvement, du mouvement abstraction-création, pour promouvoir l'art abstrait après la tendance de la représentation qui datait des années 20. Mais que ce mouvement se crée aussi pour contrer en fait l'influence du groupe des surréalistes. Et que de très nombreux artistes vont rejoindre ce mouvement abstraction-création. On pourrait citer Kandinsky, Mondrian, Kurt Schwitters aussi, grand artiste de collage, mais chaque artiste en fait a ses propres pratiques et ses propres idéaux aussi en la matière. Et en fait le couple au bout de 3-4 ans en 1934 va un peu s'écarter va même carrément s'écarter de ce groupe abstraction création. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, Arp et Sophie Teuber quittent Paris pour retourner en Suisse. En fait, ils ont planifié d'émigrer aux États-Unis et en fait de retrouver certains surréalistes. Malheureusement, Sophie Teuber décède dans des circonstances tragiques lors d'une sorte de trajet clandestin en train. Et Arp, en fait, va alors entrer dans une dépression assez profonde. Et pour survivre, il va littéralement se plonger dans la création, beaucoup dans l'écriture, dans le collage aussi, mais également dans la peinture et la sculpture. Et en fait, le décès de Sophie Teuber, de sa femme, va avoir un impact très important sur la suite de son travail artistique. Il va notamment particulièrement mettre en œuvre ensuite le caractère fugace de la vie. Il va aussi reprendre tous ces papiers déchirés, ces collages de papier déchirés encore une fois au hasard qu'il avait conçu et créé avec sa femme, avec Sophie Teuber. Il va les déchirer à nouveau comme pour mieux en fait d'une certaine façon venir à bout de sa perte et renouveler en fait d'une certaine façon à titre posthume la collaboration très intense entre eux qui avait joué un rôle prépondérant dans leur union. On pourrait dire qu'ils étaient mari et femme dans la création d'ailleurs en ce sens. À la fin de la guerre, pour finir, Arp revient à Paris, se remet beaucoup à sculpter. Il va reprendre des thèmes abordés au début de sa carrière. Et il va produire, en fait, dorénavant, des œuvres plutôt de grande taille, ce qu'il va appeler d'ailleurs les sculptures seuil, au pluriel, qui seront d'ailleurs destinées à être placées en extérieur, en plein air, dans la nature. Là, ça renvoie vraiment à tout ce qu'il disait par rapport à la création, on va dire, à la création dadaïste, en fait. Voilà. Alors Arp, un artiste-poète inclassable. Ce qu'on peut dire, c'est que très tôt, il va revendiquer d'abord sa condition d'artiste. Et en fait, Arp va toute sa vie durant privilégier en fait la création sous toutes ses formes. Et en fait, elle est pour lui l'objectif, d'une certaine façon, ce qu'il écrit d'ailleurs, elle est pour lui l'objectif suprême. Il est d'ailleurs attiré par tous les moyens d'expression. Il écrit des recueils de poésie, il illustre des magazines, des brochures, il pratique la broderie, la gravure, le dessin, la peinture, le collage, la sculpture, le relief. En fait, Arp, toute sa vie, va jouer et créer. Plus encore, ce qu'on peut dire, c'est que Arp va toujours chercher de nouvelles techniques pour enrichir son art. Et quand on reprend un peu son parcours, par exemple, c'est dès 1916, il va vraiment introduire le hasard dans ses collages. Parce que en fait, pour lui, s'en remettre au hasard pendant le temps de création, c'est un moyen de saisir l'instant présent, le ici et le maintenant, dans la plénitude de son contenu et de ses possibilités. Et que Arp va même plus loin lorsqu'il considère ses expériences avec le hasard comme un moyen de se transporter dans une forme d'occulte, en fait. Et que pour ses collages, il va par exemple déchirer des morceaux de papier, les laisser tomber pour voir comment ils s'agencent d'eux-mêmes. D'ailleurs, il fera une série là-dessus intitulée « Selon les lois du hasard ».
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Harpe fut un défenseur acharné ce qu'on appelle d'un art informel et éphémère, qui va notamment, et c'est pas un détail, en fait, fondamentalement, il va refuser d'encadrer ses tableaux, il va aussi ne jamais utiliser des socles pour ses sculptures, puisqu'il considère que pour lui ce sont des artefacts qu'il appelle des béquilles inutiles. Comme je disais, très influencé par sa compagne Sophie Teuber, qui s'intéressait à la psychanalyse, Harpe va aussi chercher à articuler dans ses créations les mots et les formes. Il va aussi inventer son propre vocabulaire, dit biomorphique, et il va même le faire en contact étroit d'ailleurs avec les surréalistes, pendant qu'il sera avec les surréalistes. Mais ce qu'on peut dire cependant dans son œuvre, c'est que peut-être c'est la sculpture qui va occuper la place la plus prépondérante. En fait, dès 1917, il va commencer à sculpter, on pourrait dire, très influencé ou fasciné en fait par Rodin. Et sa plus grande source d'inspiration, il dira que c'est ce qu'il appelle l'atelier de la nature. Ça veut dire que il va vraiment s'inspirer de la nature pour sculpter. Et que contrairement aux cubistes à l'époque, dont il découvre les œuvres à Paris, Harpe en fait ne cherche pas tant à rendre la réalité abstraite qu'à plutôt créer de nouvelles formes. Et que pour lui, l'art ne consiste pas à copier le monde naturel, donc là, toujours cette fameuse mimésis, mais que plutôt que l'art est lui-même un produit de la nature. Et que l'ensemble de ces activités créatrices va être ainsi conçu comme une sorte d'extrapolation de procédés naturels tels que la croissance, la métamorphose, la décomposition, le renouvellement notamment. On peut dire aussi, c'est qu'au début des années 20, Harpe découvre ce qu'il appelle les formes décisives, aujourd'hui appelées biomorphiques, c'est son terme, qui permettent selon lui à l'artiste d'explorer le monde naturel sans le représenter directement. Et que, en ce sens, sa sculpture va se façonner de manière plus géométrique avec un souci de la simplification. Toujours sur cette idée de la sculpture, à partir de 1930, Harpe va beaucoup sculpter, et ce, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Et il semble que ce soit la visite de l'atelier de Brancusi en 1929 qui soit vraiment à l'origine de son retour à la sculpture, et particulièrement à ce qu'on appelle la sculpture en rond de Bosse, c'est-à-dire une technique de sculpture en 3 dimensions de l'Antiquité, qui, contrairement en fait au haut relief et au bas relief, n'est pas physiquement attaché à un fond, mais repose sur un socle. Et en fait, Harpe prolonge ainsi le jeu du hasard éprouvé dans les reliefs, dans la variation des formes, qui peuvent par exemple s'enfler ou se creuser sous ses doigts, via notamment l'usage du plâtre, qui est un matériau plus souple que la pierre. Et Harpe va inaugurer ainsi une nouvelle série de sculptures baptisées ce qu'il va appeler les concrétions, où les formes se suivent comme s'il s'agissait d'un seul et même être entraîné dans un mouvement perpétuel. Il poursuivra d'ailleurs les concrétions avec une autre série, les constellations, des sortes de représentations poétiques des métamorphoses de la nature, plutôt généralement, elles sont peintes en noir et blanc. Et Harpe considérera toutes ces séries comme en fait le produit d'une collaboration entre l'artiste qu'il était, le récepteur, le spectateur, mais aussi et toujours la nature. Alors en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que Harpe fut un artiste total. C'est à savoir que toute sa vie, à l'instar, on pourrait dire de Max Ernst notamment, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur lui, Harpe en fait fut un véritable chercheur d'art, à savoir qu'il va constamment chercher de nouvelles techniques, de nouveaux processus de création, et encore une fois, systématiquement, il va privilégier le hasard et la spontanéité. Et que passionné par la création et en renouvellement permanent, Harpe écrivait d'ailleurs « L'art est un fruit né de l'homme comme le fruit né d'une plante, comme l'enfant né de la mère. » Fin de la citation. Donc ce qu'on peut dire, en définitive, en dernier instant, que c'était un artiste iconoclaste, qui usait d'un vocabulaire de forme vraiment plurielle, qu'il a toujours gardé sa liberté d'être et de créer, mais que pour autant, ses formes biomorphiques notamment, en sculpture, ses premiers reliefs, ses langages objets, ses concrétions, ses papiers froissés, toutes ces œuvres plastiques, sculpturales, écrites, créées tout au long de sa carrière, forment en fait un ensemble complémentaire et cohérent qui traduisent avant tout une indépendance d'esprit et un désir surtout d'échapper à tout dogmatisme. Et ça, c'est vraiment fondamental. Car peut-être Harpe était avant toute chose un poète qui aimait l'humour et les rêves. Alors, à lire, de Harpe, liste non exhaustive, donc de Harpe, Jour et Feuillet, publié en 1966. Sable de lune, c'est un recueil de poèmes, publié en 2005.
En collaboration avec Tristan Tzara, 25 poèmes, 10 gravures sur bois, publiés en 2006. La Grande Fête sans fin, un recueil de poèmes encore, publié en 2014. Alors là, non plus de harpe, mais notamment de Hancock Jane Hans Harp, publié en 1999. C'est un livre en allemand. Un livre collectif, Hans Jean Harp, pour se laisser guider par la nature, publié en 2004. De Eric Robertson, Harp, publié en 2006, mais c'est un livre en anglais. Enfin, un livre encore collectif sur ces sculptures, Jean Harp, Sculpture, publié en 2012, et là aussi c'est en anglais. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, enfin de cette vidéo, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, cliquez surtout sur la cloche pour être prévenu des prochaines. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.